Chers élèves, bonjour. Alors, pour pallier à nos différents obstacles, on va dire, et rattraper un petit peu de cours, je vous propose donc soit en PDF, soit en vidéo ici, le cours qui manque aujourd'hui sur notre nouveau parcours, à savoir les contemplations mémoire d'une âme. Donc, si vous n'avez pas eu l'idée de génie de prendre tout seul une nouvelle belle page propre dans votre cours, vous prenez une belle page propre dans votre cours. Les mémoires d'une âme, c'est le thème qu'on va étudier autour des contemplations de Victor Hugo. Attention, je viens de spoiler la première réponse de l'introduction aux contemplations. L'objet d'étude, c'est la poésie du 19e au 21e siècle. Donc on va s'intéresser que à 2 ou 3 siècles, en fait, ça va être assez rapide au niveau du parcours. L'œuvre intégrale, c'est Les Contemplations de Victor Hugo, paru en 1856. Et la lecture cursive, attention, vous aurez à le lire pendant les vacances et je vous donnerai une fiche pour vous aider à faire soit pendant les vacances, soit la semaine de la rentrée. C'est Corps et biens de Desnos. Ce recueil est donc à lire pendant les vacances et il n'est pas facile, donc ne vous y prenez pas trop tard. On va commencer par une introduction aux contemplations qui n'est ni plus ni moins qu'un condensé de votre fiche de lecture. Si vous l'avez faite sérieusement, je vous avais donné un document qui pouvait vous aider à prendre des notes pour les contemplations. Si vous ne l'avez pas fait sérieusement ou si vous avez malheureusement perdu ce document, il s'agit simplement de mettre l'auteur, la date de publication, à savoir 1856, d'observer, de noter comment sont organisés les 4 premiers livres du recueil. Je dis les 4 premiers parce qu'il y a 6 livres dans les contemplations et que vous n'en avez que 4 à étudier. Donc pour faire le tri de où s'arrête votre partie d'études, si vous avez les 6 dans votre édition, ce qui n'est pas plus mal, vous allez observer donc le titre, recopier le titre de chacun des livres, Aurore, L'âme en fleurs, etc. Le nombre de poèmes dans chacun de ces livres. Pour pouvoir voir un peu comment ils sont organisés, la taille des poèmes aussi, s'il y a des poèmes qui ressortent un peu, et puis vous pouvez mettre ce que vous aviez dans votre fiche de lecture ou pas, ou vous laissez ça dans votre carnet de lecture bien au chaud, et ça n'a pas besoin d'être remis une deuxième fois dans votre cours. Les thèmes qui dominent dans l'œuvre, juste mettre pour résumer en quelque sorte les 4 ou 5 thèmes qui dominent dans l'œuvre, et puis résumer la préface de l'auteur, ou insensé qui croit que je ne suis pas moi, pas toi, etc. En quelques phrases, n'est pas la peine d'y passer trop de temps, d'autant qu'on y reviendra pour être sûr que c'est bien clair. Alors, ça, c'était pas l'objet, c'était juste l'introduction en quelque sorte. Le but, c'était aujourd'hui de vous présenter le mouvement romantique. Et donc, le grand 2, le recueil qui s'inscrit dans le mouvement romantique, je vais vous faire en quelque sorte ce qui sera l'intro de notre explication linéaire de Lamartine de mercredi. Pour le mouvement romantique, donc je ne vais pas non plus trop spoiler les exposés, mais c'est un mouvement culturel et artistique. Artistique, ça veut dire que ça ne concerne pas que la littérature. Il y a aussi la peinture et la musique, notamment, mais aussi le paysagisme ou tout un tas d'autres arts, qui va s'inscrire en Europe, dans la mesure où c'est un mouvement qui commence plutôt en Allemagne. Enfin, peut-être qu'il commence en France, au fond, avec Jean-Jacques Rousseau et la Nouvelle Héloïse, mais c'est vraiment en Allemagne que va se développer ce mouvement au début, puis en Angleterre. En France, on est très occupé à faire la Révolution, donc on ne développe pas bien le romantisme, même si la Révolution va aussi devenir un terreau du romantisme. Donc en France, en Espagne, en Italie, on va trouver ce mouvement plutôt au début 19e que fin 18e, comme en Allemagne et en Angleterre, mais globalement, c'est un mouvement qui va s'essouffler au milieu du 19e, même s'il va avoir des résurgences jusqu'à la fin du 19e siècle, avec par exemple une pièce comme Cyrano de Bergerac. C'est une pièce romantique, mais de la fin du 19e. Bref. Le but de notre mouvement romantique, c'est l'abandon des règles classiques. Le classicisme, c'était le XVIIe siècle, donc on sort de la princesse de Clèves. Le but, c'est d'être moins dans les règles, dans l'organisation, comme on a vu un peu pour la tragédie, avec ses règles codifiées, etc., la bienséance, tout ça. Le but, c'est de réussir à abandonner toutes ces règles, toutes ces contraintes, pour créer un nouveau genre plus libre, et de nouveaux genres plus libres. On va donc chercher aussi des nouvelles formes. On en a un peu marre, par exemple, du sonnet, on en a un peu marre de toutes les formes classiques de la tragédie en 5 actes, etc. Donc on va organiser les choses différemment. Ça va donner en théâtre des choses qu'on a vues. Vous avez lu Antony, vous avez lu Il ne faut jurer de rien. Ce sont des pièces romantiques, des drames romantiques. On va renouveler les thèmes littéraires, notamment.
On avait vu un petit peu avec le drame romantique, mais ça va être encore plus flagrant dans la poésie, avec le moi, la sensibilité, la démesure, on a toujours des héros un peu démesurés, l'opposition entre le sublime et le grotesque, donc pour caricaturer, ça donne le sublime Esmeralda et le grotesque Quasimodo dans le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, et puis aussi l'exotisme géographique, il y a un certain nombre d'œuvres qui se passent en Orient, et historique un certain nombre d'œuvres qui se passent au Moyen Âge, qui se passent à d'autres époques, comme on en avait parlé un petit peu sur le drame romantique. À noter que ces auteurs romantiques ne sont pas détachés du monde et centrés sur leur nombril seulement. Ils font aussi preuve d'un fort engagement social, wink wink, à notre autre exposé, si on arrive à l'avoir un jour, mais je n'en doute pas. En poésie spécifiquement, le romantisme, ça va être énormément de lyrisme. Donc le registre lyrique, il va falloir le maîtriser une fois pour toutes pour ce parcours. Le thème de la nature qui reflète et console les sentiments du poète. On a une forte communion entre le poète et la nature, que ce soit chez Victor Hugo ou chez d'autres. Et puis, un peu une dimension mystique, hein, une communication avec Dieu, une dimension religieuse, mais assez personnelle. C'est pas des poèmes sur la religion en général, c'est une sorte de communication entre le poète et Dieu personnelle, qui va apparaître souvent dans les poèmes. Ce qui nous amène au petit b, Lamartine, le précurseur de la poésie des contemplations. Donc Alphonse de Lamartine, c'est un des modèles poétiques de Victor Hugo. Il y a Chateaubriand pour son grand modèle romanesque, historique, etc. Mais il a forcément lu Lamartine. Lamartine le précède d'une douzaine d'années environ. Donc c'est son aîné en littérature et c'est lui qui va vraiment lancer le lyrisme romantique en poésie. Il publie en 1820 Lamartine donc les Méditations poétiques. C'est un premier recueil de poèmes romantiques lyriques qui ne ressemble à quasiment rien de ce qui avait été fait avant. Ça met en scène la femme aimée Elvire, mais Elvire n'existe pas. Il part de son expérience réelle, de la mort de Julie Charles, son amoureuse, la femme qu'il aimait, et on le transforme en une sorte de mythe poétique de la mort d'Elvire qui l'a quitté, qu'il est tout seul au monde, etc. etc. Lamartine n'évoque pas une femme réelle, hein, il va l'appeler Elvire, l'interpeller Elvire dans les Méditations poétiques, et non pas Julie Charles. Donc c'est une expérience qui donne lieu à l'expression des sentiments, c'est pas la transcription d'une réalité. Et ça va être intéressant dans la perspective des mémoires d'une âme. Ce sont les mémoires d'une âme. On a la mémoire de ses sentiments, de ses sensations, mais il ne va pas en faire une autobiographie à proprement parler. C'est pour ça que je vous rappelle, on dit le poète et non pas Hugo ou Lamartine, par exemple, dans les pistes de lecture ou les problématiques pour parler de ses sentiments. Parce que c'est le poète, c'est l'équivalent du narrateur dans le roman. Pour terminer, donc Lamartine revendique la sincérité comme un facteur de renouveau poétique. En réalité, on va trouver ça un petit peu avec Jean-Jacques Rousseau qui raconte sa vie dans les Confessions dans la deuxième moitié du XVIIIe. Mais le but, c'est vraiment de faire autre chose, de ne pas raconter des histoires, de ne pas se cacher derrière des règles et des histoires et le renouvellement du genre antique, etc., comme le faisait le XVIIe. Pour eux, c'est de parler d'eux en toute sincérité. Et donc il dit à propos de ses méditations, « Je n'imitais plus personne, je m'exprimais moi-même pour moi-même. Ce n'était pas un art, c'était un soulagement de mon propre cœur qui se berçait de ses propres sanglots. » Alors, Lamartine se berce beaucoup de ses propres sanglots. Hein. Ses ennemis le surnommaient le robinet, c'est-à-dire que on tourne et ça coule, ça coule, ça coule. Donc que ce soit la poésie ou les larmes, c'est un poète très triste, très solitaire, très mélancolique. C'est toujours les mêmes sentiments qui vont transparaître dans ses poèmes, mais en réalité, ce sont les sentiments du mouvement romantique en général, même si Victor Hugo va incarner un romantisme un petit peu plus musclé, et ce n'est pas pour nous déplaire. Voilà, on pourra à partir de là continuer sur l'explication linéaire du Vallon dans les Méditations poétiques. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre et à assimiler le cours, et je vous dis à très bientôt avec moins de Covid.